Bonjour et bienvenue dans le talk show Tartines et Chocolat, le tout premier podcast de la marque, à retrouver également en IGTV sur notre compte Instagram ainsi que sur YouTube. Un talk show bienveillant dédié à la parentalité. Un talk show qui vous accompagnera dans chaque étape de votre vie de parent ou futur parent. Des intervenants divers, spécialistes, professionnels de santé, jeunes mamans et papas, qui vous partageront leurs conseils et petits tips indispensables pour vous aider dans cette aventure. Un talk show ouvert et libre dans lequel nous vous donnerons la parole et répondrons à toutes vos questions. Ce talk show, nous le dédions à vous, parents, mais aussi et surtout à tous nos enfants, à leur bonheur et à leur épanouissement. Très bonne écoute. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode du talk show Tartines et Chocolat, nous parlerons accouchement et séjour à la maternité. Nous avons la joie d'accueillir dans notre boutique du 266 boulevard Saint-Germain 3 intervenantes, Anna, Bondy et Catherine. Elles vont vous partager leur expérience et répondront à toutes vos questions sur le sujet. Quel accouchement choisir ? Quel projet de naissance ? Comment reconnaître les contractions de travail et à quel moment se rendre à la maternité ? Comment préparer sa valise maternité et celle de bébé ? 45 minutes pour vous guider, vous conseiller et répondre à tous vos doutes sur le plus beau rôle de votre vie. Bonjour à toutes les trois. Bonjour Catherine. Bonjour Hortense. Donc toi, tu es conseillère en périnatalité. Tu accompagnes les jeunes parents dans les premiers mois de vie de leur bébé dans ton cabinet situé à Suresnes en région parisienne. Tu es également conseillère en lactation et tu proposes des consultations sur le sommeil, l'alimentation et les rythmes de bébé. Tout à fait. Bonjour Bondy. Bonjour. Toi, tu es sage-femme libérale. Tu exerces depuis maintenant 12 ans dans ton cabinet situé à Paris, dans le 3e arrondissement. C'est ça. Bonjour Anna. Bonjour. Donc toi, tu es influenceuse et créatrice de contenu. Tu es également la jeune maman de 2 enfants, Pio 4 mois et Jeanne 2 ans. Et tu es là pour nous partager ton expérience et nous parler de tes 2 accouchements. Dans l'épisode précédent, nous parlions grossesse et préparation à l'accouchement. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la dernière étape de cette merveilleuse aventure qui est la grossesse. Quelques semaines avant la grande rencontre, le projet de naissance se concrétise. Bondy, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux nous parler des différents accouchements qui existent et ce que constitue ce projet de naissance ? Alors en réalité, il y a 2 grands modes d'accouchement, j'ai envie de dire, parce que on va distinguer les accouchements qui sont accompagnés d'une péridurale et les accouchements qui sont dits physiologiques où les mamans n'ont pas d'anesthésie. Donc l'accouchement avec péridurale, c'est celui qui est le plus choisi en France de nos jours. Je pense que les futures mamans connaissent à peu près tout le principe. Et pour l'accouchement sans péridurale, qui est un choix la plupart du temps, je pense que c'est bien au préalable déjà de se préparer pendant la grossesse. Il faut arriver le jour J en ayant des petites clés, des petits outils qui vont nous aider à gérer les contractions. Et se renseigner également auprès de la maternité qu'on a choisie pour savoir ce qu'ils vont nous proposer le jour J pour accompagner notre accouchement. Donc dans certaines maternités, on peut retrouver une baignoire ou une piscine, ce qui va permettre à la future maman de se détendre pendant les contractions et de vivre son travail plus sereinement. Certaines maternités vont proposer un accompagnement avec de l'acupuncture. Ça peut être aussi un bon moyen de gérer les contractions. Dans la plupart des maternités, maintenant, ils proposent également aux futurs parents une salle nature ou salle physiologique dans laquelle on va retrouver des ballons, des harnais pour se suspendre, un lit plus grand pour que la maman puisse bouger plus facilement et prendre des positions antalgiques. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et moi, ce qui me paraît essentiel, c'est surtout d'être bien accompagnée dans l'accouchement physiologique. Et donc concrètement, une maman qui choisit la péridurale ne pourra pas avoir accès à toutes ces propositions ? Alors en tout début de travail, avant que la péri soit posée, si on pourra prendre un bain, on pourra faire un petit peu d'acupuncture, ça va marcher. Une fois que la péridurale sera posée, ce sera plus possible parce que en réalité la péridurale c'est une anesthésie qui va endormir le ventre, donc oui on n'a plus les contractions, mais ça va également endormir les jambes. Donc on va perdre en mobilité, on pourra plus se mettre debout, on pourra plus marcher. Sauf dans certaines maternités où maintenant ils proposent des péridés ambulatoires, donc c'est vrai que c'est
super pour les mamans parce que ça va enlever la douleur, mais on va garder de la mobilité. Donc on peut continuer à se mettre debout, à faire du ballon. Ça, c'est vraiment une bonne alternative. Est-ce que tu peux me dire ce que constitue un projet de naissance ? Alors un projet de naissance va se constituer en amont de l'accouchement parce qu'on va écrire tous les désirs qu'on a pour le jour J. Donc autour de l'accouchement, ça peut être vraiment vaste, comme le souhait d'accoucher avec ou sans péridurale, de profiter de la baignoire s'il y en a une. Certaines mamans ont un peu peur des perfusions et demandent à retarder par exemple la mise en place d'une perfusion. Ça peut être de faire le pot à pot dès que le bébé va arriver également, ou de retarder la coupure du cordon. Et bien sûr, sur ce projet de naissance, on peut aussi parler de l'allaitement qu'on a envie de mettre en place et de la première tétée précoce qu'on souhaite faire en salle de naissance. Donc on peut mettre vraiment pas mal d'idées comme ça par écrit. Le jour J, quand on va arriver et que la sage-femme va nous prendre en charge, on pourra lui remettre du coup toutes les idées qu'on a eues pour la naissance de notre bébé. Le plus important, moi je pense, c'est d'aborder le sujet avec la sage-femme et de vraiment se livrer en disant moi l'épisiotomie c'est quelque chose qui me fait peur, est-ce que vous la pratiquez ou pas, ou dans quelles conditions ça va être pratiqué. Et du coup les futurs parents sont rassurés et le dialogue est établi. Et donc toi, Anna, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes 2 projets de naissance ? Oui, alors en fait, les projets de naissance, c'est-à-dire que pour ma première grossesse, pour Jeanne, je crois que je ne savais même pas qu'on pouvait en faire un. Je laissais un peu les choses venir. Je savais que je voulais une péridurale parce qu'en fait, pareil, la question ne se posait pas, j'avais pas envie de souffrir. Et en plus, j'avais une grossesse compliquée, donc du coup, je voulais pas me rajouter des trucs en fait. C'était déjà médicalisé, donc pas de projet de naissance particulier pour Jeanne. Et ça a été complètement différent du coup pour le projet de naissance de Pio, puisque j'ai voulu faire tout l'inverse. Justement être maîtresse de mon accouchement, gérer tout de A à Z. Je savais que j'avais le pouvoir sur beaucoup de choses, même si j'avais besoin des médecins évidemment, et de toute l'infrastructure et de tout la néonate et tout ça. Voilà. Je savais que j'avais besoin de tout ça, mais j'avais quand même envie que ce soit le plus physio possible. En revanche, j'ai pas du coup écrit spécifiquement de projet de naissance. J'avais en tête ce que je voulais, mais je savais que tout n'allait pas forcément être possible parce que grossesse à risque, parce que accouchement au CHU. L'objectif, c'est un bébé en bonne santé, donc de toute façon, que ce soit une césarienne, je vais pas dire je veux pas une césarienne, s'il en faut une, il en faut une. Je t'entendais parler d'épisio, t'en veux pas, de toute façon, à un moment, si t'as pas le choix, voilà. Donc voilà, je pense qu'un projet de naissance, c'est bien parce qu'évidemment, ça te fait poser plein de questions sur ce dont tu as envie ou pas. Maintenant, ça reste un projet, c'est pas forcément... Et qu'est-ce qu'il y avait dans ton projet, concrètement, pour Pio ? Qu'est-ce que tu voulais Je peux pas te dire point par point, je voulais un accouchement, je te dis, physio. Donc sans péridurale ? Sans péridurale, ouais. Sans péridurale, parce que j'avais trop de regrets par rapport à mon accouchement précédent. Dont je me souviens en fait quasiment pas. Mon projet de naissance, c'était juste vivre mon accouchement et accueillir moi-même mon bébé. Voilà, c'était juste ça mon projet de naissance. Après, voilà, c'était déjà un grand projet, je trouve, mais j'avais pas de point précis, tu vois. Les dernières semaines, la grande interrogation de toutes les mamans est « mais comment vais-je savoir quand il faut que je me rende à la maternité ? Comment je ne vais pas accoucher entre mon lit et ma table de chevet ?» Bondy, est-ce que tu peux rassurer les futures mamans et répondre à cette question ? Alors, c'est vrai que c'est une crainte des futures mamans de passer à côté des contractions, en réalité. Souvent, on entend « mais est-ce que je vais les reconnaître ? Est-ce que je vais m'en apercevoir ? Et si je dors la nuit, est-ce que ça va me réveiller ?» La réponse est oui. Ça se comprend, cette crainte-là. C'est parce qu'on parle déjà de contractions pendant la grossesse. C'est vrai que pendant la grossesse, il y a déjà des contractions, mais ce n'est pas les mêmes que celles qu'on aura le jour de l'accouchement. Et effectivement, celles qu'on a pendant la grossesse ne font pas mal. Les contractions du jour J, elles seront plus intenses parce que leur objectif, c'est de faire naître le bébé, d'ouvrir le col. C'est quand même des contractions qui vont durer à peu près 1 minute avec une intensité plutôt forte, ou en tout cas qui va augmenter au fur et à mesure des heures. Et en général, ce qu'on conseille pour un premier bébé, par exemple, c'est d'aller à la maternité quand ça fait à peu près 1 heure, qu'on a des contractions toutes les 5 minutes environ. Voilà. Pour un 2e ou 3e bébé, on part plutôt à la maternité. Dès qu'on va ressentir des petites douleurs dans le bas du ventre, le ventre qui durcit, faut pas trop tarder à se rendre à la maternité parce qu'effectivement, on peut accoucher plus vite. Donc ça, c'était pour les contractions. Et puis, il va y avoir aussi la rupture de la poche des os.
Il n'y a pas de moment précis, ça c'est une question que se posent tous les futurs parents, à quel moment on va perdre les os. Il n'y a pas de moment précis. On peut perdre les os avant même d'avoir ressenti une seule contraction, comme on peut perdre les os à la toute fin de l'accouchement quand le bébé est en train d'arriver. Une chose est sûre, c'est que si on perd les os, dans les 2 heures qui suivent, il faut se rendre à la maternité, même si on n'a pas de contraction. Comment est-ce qu'on peut aider la future maman à patienter justement quand on a des contractions qui sont toutes les 20 minutes Quelles sont, est-ce que tu as des recommandations sur tout le avant de partir ? Sur le avant de partir à la maternité. Alors ça c'est quelque chose qui fait peur également parce que parfois on entend des mamans raconter leur accouchement pour un premier par exemple et on entend oui moi je suis restée 8 heures à la maison avec des contractions avant d'aller à la maternité. Et là toutes les futures mamans se disent oh je vais rester 8 heures en ayant mal, mais si on reste longtemps à la maison c'est qu'on a encore des contractions qui sont espacées, donc quand même plus facilement gérables, ou qui sont de très faible intensité, donc là encore, c'est qu'on gère plutôt bien. Il n'empêche que pendant tout ce temps-là où on va être vraiment dans le tout début du travail, on peut déjà à la maison prendre un bain chaud pour se détendre. On peut également, si le deuxième parent est présent, se faire masser, donc massage du dos, bas du dos, ça peut être aussi quelque chose de très agréable en début de travail. C'est le moment également de mettre en pratique des positions qui vont soulager aussi les contractions ou en tout cas qui vont nous faire se sentir bien. Donc ça, en général, on l'a vu pendant la grossesse, lors des ateliers de préparation à la naissance. Moi, je conseille aussi aux futures mamans de ne pas partir le ventre vide à la maternité parce qu'une fois qu'on sera en salle de naissance, on pourra éventuellement boire un petit peu d'eau, mais on n'aura pas de plateau repas servi pendant le travail. Anna, est-ce que tu peux nous dire comment, pour tes 2 accouchements, tu as su qu'il fallait partir à la maternité et puis nous parler un peu de ces 2 accouchements ? Oui, alors je vais d'abord introduire ma situation parce que c'est pas la situation de tout le monde. Moi, pour mes grossesses, je suis systématiquement cerclée à 12, entre 12 et 16 semaines, enfin voilà, pour tenir mon col qui fonctionne mal, qui est dit incompétent, mais j'aime pas ce mot, mais l'objectif étant d'arriver à 37, parce qu'à 37 SA, on me décercle. Bon, mon gynéco n'était pas un pessimiste, mais me disait que je n'y arriverais certainement pas. Bon, c'était un peu le suspense à ce sujet-là. Sachant que j'ai des contractions, pareil, depuis 12 SA, en principe, j'ai un utérus ultra contractile. Donc je sais ce que c'est que des contractions dites de Braxton Hicks, là, qui, en fait, effectivement, ne font pas mal. C'est pas des contractions douloureuses, mais ça fait un ventre tout dur qui se déforme comme une vraie contraction. C'est juste que on n'a pas mal. Bon. Donc j'avais des contractions comme ça toute ma grossesse. Sauf que là, donc à 36 SA, c'était quoi un soir il était 18h, j'étais avec ma maman, je me souviens très bien. Je commençais à contracter, mais bon, je disais trop rien. Et il y a mon mari qui était au boulot, il avait un méga contrat à finaliser, donc moi, je sais pas pourquoi, au lieu de penser à mon bébé trop mignonne, j'étais là, non mais il faut que je le laisse finir et puis on verra, bon bref. Donc se passent les heures, donc 18h, 19h, 20h, 21h, puis ça se rapproche, puis là je regardais ma montre, j'étais là, c'est toutes les 2 minutes, alors j'étais là, bon allez. Puis du coup à 22h, je dis, ouais là franchement j'ai mal, maman emmène-moi à la maternité, j'appelle Martin, on verra bien. J'ai attendu, mais comme le disait tout à l'heure Bondy, on sait en fait, quand c'est les contractions qui nous disent, voilà, c'est les contractions qui nous disent qu'il faut partir. Enfin, le CHU donc, de Nantes était blindé. Je ne sais pas pourquoi tout le monde avait décidé d'accoucher ce jour-là. Et puis, c'était pas pendant le Covid, donc il y avait du monde partout dans les couloirs. J'arrive, elle me dit asseyez-vous en salle d'attente. Bon, déjà, moi, je ne pensais pas quand tu arrivais pour accoucher, on me disait allez en salle d'attente. Alors, et là, je regarde, et puis j'avais du sang, puis je lui dis non, mais en fait, là, il faut vraiment que vous veniez parce que, en fait, j'ai un cerclage, il faut faire quelque chose et je suis en train d'accoucher. J'avais un peu oublié de lui mentionner que j'avais un cerclage. On va vous décercler. Ouais, mais je contracte toutes les minutes ou toutes les 30 secondes, donc on va y aller. Et là, j'avais pas de péridurale. Alors que j'en voulais une, donc je m'étais pas du tout préparée à souffrir en plus. Donc, bref. Sage-femme a un peu paniqué parce que, en fait, quand elle a coupé les fils, j'étais à 10, je crois, ou à 9. Enfin bon, de toute façon, c'était. Voilà. Et donc, elle m'a mis une péridurale directe. Avec toutes les hormones, l'adrénaline et tout ça, il y a eu le mélange, le cocktail péridurale et adrénaline qui a fait que j'étais complètement KO. Et là, elle m'a mis en salle de travail. J'avais pas perdu les os, parce que tout à l'heure, on parlait de la perte des os aussi. Et sachez que moi, j'ai jamais perdu les os et que c'est les sages-femmes qui ont rompu la poche pour mes 2 accouchements, vraiment, quand la tête était là. Donc, et là, je me suis endormie et il s'est passé 4 heures.
J'ai dormi pendant 4 heures. Et en fait, je me suis fait réveiller par un truc en me disant, j'ai quand même un truc, là, je commence à avoir un truc qui me gêne. Donc, j'appuie sur la petite sonnette rouge. Et puis, la sage-femme arrive. Ah bah effectivement, c'est la tête. On y va. Et puis donc là, elle a percé la poche des os. Il était 4 heures. Et Jeanne est née à 4h14. Donc voilà, elle est descendue toute seule. J'ai poussé 3 fois et voilà l'accouchement de Jeanne. Et donc pour Pio, rien à voir. Cette fois-ci, je m'étais dit, si je commence à sentir des trucs, j'y vais plus tôt pour qu'ils aient le temps de m'enlever les fils. Pas pendant que je suis vraiment avec des contractions de malade hyper rapprochées. Voilà, je m'étais dit que je ferais un peu différemment. Je crois que c'était à 36,5, je sais plus, entre la 36 et la 37, que j'y suis allée. Alors déjà, mon gynéco m'a vu arriver, il m'a dit « mais vous, encore là ?» Donc il m'a décerclée en disant « c'est trop bien que vous ayez tenu jusque-là et tout ça ». Donc les efforts ont payé, c'était trop cool. Et là, il m'a dit « vous devriez accoucher en principe dans les 48 heures ». Et puis, en fin de compte, il s'est passé 15 jours. 15 jours où j'ai pu revivre normalement, puisqu'en fait, j'étais moi alitée pendant toute ma grossesse, ou du moins vraiment enfermée chez moi. Et donc, à 38 piles, j'ai commencé à avoir des contractions. Et puis, donc là, pareil, du coup, je me suis dit, on va attendre un peu. Maintenant, j'ai plus de cerclage de toute façon. J'ai envie d'un accouchement physio. Donc j'ai envie de faire le maximum de travail chez moi. J'avais bossé vraiment toute ma préparation à l'accouchement sur la gestion des contractions, sur les différentes étapes, avec une préparation québécoise d'une sage-femme qui te prépare vraiment, qui appelle ça le vortex de la naissance et qui t'explique tout depuis en fait 1 mois avant l'accouchement jusqu'au moment de la délivrance et même après du coup où le bébé arrive. Je m'étais formée à l'auto-hypnose et donc du coup je pense que j'étais vraiment rentrée dans ma bulle. Du coup, j'avais pas mal, vraiment, je gérais mes contractions comme des petites vagues, tu vois, je m'étais vraiment mis dans mon truc. Et à 22h, là, je me suis dit, on m'a quand même dit, Anna, t'as quand même un col qui est tout le temps ouvert, ce serait bien de pas trop jouer avec ça, donc vas-y. Si tu veux pas accoucher chez toi. Voilà, si tu veux pas accoucher chez toi. Donc, je suis allée à 22h, mais franchement, j'avais pas mal. J'avais des contractions de travail qui se rapprochaient, mais j'avais pas mal. Et donc, j'arrive à 22h et elle me dit, je ne sais plus à combien j'étais, elle me met le monito. Et en plus, j'avais pas hyper mal. Donc là, j'essaie de lui expliquer mon projet de naissance à la sage-femme. Tu étais seule ou tu étais Non, j'étais avec mon mari. Ouais. Mais tu vois, c'est marrant que tu me poses la question parce que je crois que j'étais tellement dans mon truc que, tu vois, j'étais vraiment toute seule. Et tout à l'heure, vous parliez d'accompagnement du conjoint et tout ça. Et moi, je me suis mise en mode maman ours. Et personne ne pouvait me toucher, personne ne pouvait me parler. Et genre, tu me laisses faire mon truc et je vais gérer, en fait. Et... bref, moi, j'avais besoin de personne, quoi. Vraiment, je m'étais dit... Ouais, j'étais concentrée dans mon truc. Et du coup, tu vois, j'en oubliais vraiment tout ce qui était autour. J'ai eu un accouchement physio, un peu contre l'avis de mon gynéco qui m'a dit « Vous n'avez pas une grossesse physio, donc l'accouchement physio, je vous le déconseille. » La sage-femme me dit « Mais aucun problème, franchement. » Je lui ai dit que le gynéco n'était pas super chaud. Et elle me dit non, mais aucun problème, franchement, vous n'avez qu'à vous soucier de votre bébé, de votre accouchement et tout ce qui va se passer autour, ce sera à nous de gérer à l'instant T s'il y a un problème ou s'il y a un truc, mais vous ne devez pas penser problème, quoi. Vous devez juste penser accouchement. J'ai trouvé le discours trop sympa, hyper rassurant, je ne m'attendais pas du tout à un discours comme ça. Finalement, nana trop sympa, qui me dit, et en plus, je vais regarder, mais je crois que la chambre physio est libre. Je dis, moi dans ma tête, je me dis, une salle physio, c'est CHU, alors là, alléluia, quoi. Donc trop la bonne surprise. Et puis, donc on est rentré dans la salle, elle m'a fait couler un bain. Le grand lit, c'était pour mon mari qui s'est couché et qui a dormi. Voilà, tout de suite. En me disant, t'as besoin de moi ? Non, non, c'est bon, va te coucher. Alors, je me suis pas sentie bien du tout dans la baignoire, donc j'y suis pas restée. Et moi, j'avais juste besoin d'être en extension. Donc en fait, j'y avais justement les lianes là, dont tu parlais tout à l'heure. Il y avait un ballon, j'ai fait un peu de ballon, pas mal de lianes parce que j'avais vraiment besoin d'espace. En fait, j'avais besoin de détacher mes côtes de mon ventre. Je sais pas, je pense qu'il avait besoin de descendre. Et là, à 1h30 du matin, je commençais, je pense, à être dans le dur parce que je commençais à faire... Là, ça commençait à tirer. Sachant que jusqu'à 1h du matin, je marchais et tout, mais je ressentais pas de douleur. Vers 1h45, j'ai dit, là, c'est chaud. Vraiment, j'ai appelé, du coup, parce que ce que je ne vous ai pas dit avant, voilà, je vais faire des flashbacks. La sage-femme m'a dit, est-ce que vous voulez que je sois là pour vous ou pas ? Et je lui avais dit, non, je veux être toute seule, j'ai pas besoin de vous. Je veux faire mon truc. Donc elle est partie, elle m'a laissé toutes ces heures là dans la salle toute seule. Donc quand je l'ai appelée et qu'elle est revenue, je lui ai dit là vraiment ça commence à être un peu compliqué et elle m'a dit ah effectivement, il faut qu'on aille en salle d'accouchement. Et à partir de ce moment-là, je sais pas, soit il y a eu un déclic dans ma tête, soit vraiment je lui ai dit au bon moment
Mais bah là, je lui ai dit, ah bah non, mais là, en fait, il faut que je pousse maintenant. En fait, il faut que je pousse, il faut que ça sorte. Alors, puis, en plus, là, mais alors, attendez, je vous mets une petite blouse et tout. Non, mais en fait, je m'en fous de votre blouse. C'est une envie, c'est viscéral, tu peux pas l'empêcher, tu as envie de pousser, donc il faut pousser. Et donc, je suis arrivée, elle me dit, comment vous voulez vous mettre? C'est pareil, puis j'avais pas pensé à ça, une position. Vous voulez accoucher sur le ballon? J'étais sur le ballon, je dis, bah oui, enfin, j'en sais rien, faut que ça sorte, faut que ça sorte. Et j'ai poussé 3 fois, je crois. Elle m'a dit, vous voulez le prendre? Donc du coup, je l'ai pris. Et puis mon mari, à la première grossesse, qui m'avait dit, je veux rien voir, je suis derrière le champ. Bah là, autant vous dire qu'il était dans le feu de l'action. Mais bon, il a trouvé ça cool aussi avec le recul de vivre ça à 100%. Et puis voilà, donc après, je l'ai sorti, il était là. Donc hyper intense, je dirais, sur la dernière demi-heure, quoi. Et contrairement à l'accouchement de Jeanne, tu te rappelles plus de cet accouchement? Ouais, tu te rappelles et je pense que tu es consciente parce qu'en plus, moi, comme je l'avais préparé vraiment comme quelque chose dont je voulais me souvenir, et bah, même, tu vois, dans la salle, bon, après, ça peut paraître complètement idiot, mais dans la salle de travail, pardon, eh bien, tu vois, j'ai pris des petites vidéos, des photos, enfin, tant que je pouvais, tant que j'y pensais, que j'étais pas dans le dur. Mais en fait, j'avais envie, voilà, de me souvenir de tout ça parce que quand j'y repense à Jeanne, je me souviens plus, tu vois, où j'étais, ce que j'ai fait, ce que j'ai ressenti, enfin, et je sais pas, ouais, ça m'a peiné. Ouais, ça m'a manqué. Ça t'a manqué. Donc bébé vient de naître. Bondy, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les suites du côté de la maman et des parents? Alors, une fois que le bébé est arrivé, l'accouchement n'est pas complètement terminé. Il reste la partie de la délivrance. La délivrance, c'est l'expulsion du placenta par l'utérus qui intervient très rapidement dans les 5 à 20 minutes qui suivent la naissance. Et pendant ce moment-là, le bébé se situe où concrètement? Alors, le bébé... La plupart du temps, quand tout va bien, on le pose sur le torse de sa maman. On l'essuie pour pas qu'il se refroidisse, parce que lui, il était dans son liquide amniotique, donc quand il naît, il est tout mouillé. Donc on l'essuie bien, on lui met un petit linge chaud et on le laisse contre sa maman en peau à peau le temps de la délivrance et parfois le temps de suturer s'il y a une petite cicatrice ou une épisiotomie. Ou parfois, si la maman est plus à l'aise comme ça, on propose au papa de prendre le bébé le temps de faire les soins côté maman. Ensuite, une fois que la délivrance sera terminée, les parents vont rester 2 heures en salle de naissance avant de remonter dans la chambre pour le séjour en maternité. Et pendant ces 2 heures, on laisse les parents un petit peu tranquilles, faire connaissance avec leur bébé, c'est important. Donc on passe la tête par la porte, on vérifie que tout aille bien. Catherine en parlera sans doute, mais il y a une première tétée qui est proposée aux mamans sur cette durée-là également. Et sinon, médicalement, on va quand même s'assurer que les saignements de la maman qui vient d'accoucher soient normaux avant qu'elle remonte dans sa chambre. C'est un petit moment quand même où on fait attention qu'il n'y ait pas d'hémorragie. Ensuite, à la fin des 2 heures, les parents et le bébé remontent en chambre. Et seront pris en charge du coup par l'équipe des suites de couches, donc sage-femme, puéricultrice, auxiliaire de puériculture. La durée du séjour en moyenne est de 3 jours, quand tout va bien, plus s'il y a besoin, et parfois même un petit peu moins. On peut proposer aux parents de sortir au bout de 48 heures dans certaines maternités. Mais à ce moment-là, il faut mettre en place un accompagnement pour le retour à la maison. Catherine, est-ce que tu peux nous parler des suites du côté du bébé, une fois qu'il vient de naître? Alors le bébé est posé en peau à peau contre sa maman. Il va récupérer de ce long voyage. Alors le peau à peau a plein de vertus, c'est-à-dire que ça permet au bébé de réguler sa température. Comme le disait Bondy, le bébé sort d'un corps à 37 degrés. Donc souvent il arrive dans une pièce qui fait 21, 22, parfois moins. Donc voilà, donc la maman va garder le bébé sur elle. Il va se calquer sur le rythme cardiaque également de sa maman. Il récupère les germes familiers. Et donc si la maman n'est pas disponible, c'est le papa qui peut très bien faire du peau à peau, dans le cas par exemple d'une césarienne où la maman ne sera pas là. Et donc concrètement, le peau à peau, c'est laisser l'enfant, le bébé, nu contre la peau du papa, de la maman. Oui, alors on laisse en peau à peau le temps nécessaire avant de faire les premiers soins, comme peser le bébé. Alors les mesurer, généralement on attend un petit peu avant de les mesurer parce que les mesures sont jamais très fiables à la naissance, d'autant que le bébé était complètement enroulé dans le ventre de sa maman. On va également lui donner sa vitamine, un collyre dans les yeux et ensuite peut-être le rhabiller pour retourner en chambre.
Et avec un projet d'allaitement, qu'est-ce qui est différent ? Avec un projet d'allaitement, eh bien, on va laisser le bébé ramper jusqu'au sein de sa maman, on va le laisser récupérer, puisque le bébé a un repère olfactif et un repère visuel. Les choses se font d'une manière très naturelle, hein. Le bébé va lécher, masser avec ses petites mains le sein de sa maman, et généralement on évite d'intervenir, hein. Surtout on ne prend pas la tête d'un bébé pour essayer de le mettre au sein, on le laisse faire et on laisse la maman guider son bébé dans ses premiers instants. Anna, est-ce que tu veux nous raconter un peu justement les suites pour Jeanne et pour Pio ? Pareil, hein, comme mes histoires d'accouchement, 2 suites complètement différentes. Donc Jeanne étant née prématurée, donc à 36, parce qu'avant 37, on est considéré comme prématuré. Je l'ai eue en peau à peau tout de suite. Elle est restée en salle de naissance. Elle est née à 4h15 et on est monté en chambre à 9h30. Donc du coup, je l'ai eue sur moi longtemps. Elle est sortie. Peau à peau, on l'a pris pour les soins et là, ils ont dû se rendre compte qu'il y avait un truc qui allait pas. Il y a tout le CHU qui est arrivé dans ma chambre. Enfin, je dis ça, je pense qu'il y avait peut-être 5 personnes, un peu marseillaises. Et là, du coup, ils ont donné Jeanne à Martin. Et du coup, ils se retrouvaient dans le couloir avec Jeanne, qui venait juste d'arriver. Alors, déjà, pour une maman, c'est impressionnant. Mais alors, lui, il me dit, mais je buguais complètement. Et puis, du coup, quand Martin est revenu dans la chambre, ils avaient dû tout stabiliser. Et là, j'ai eu Jeanne en peau à peau pendant un bon moment. Et en plus, comme j'étais à 39 de fièvre, c'était trop bien parce que je lui faisais bouillotte. Je lui ai fait bouillotte jusqu'à 9h du matin. Puis on est monté en chambre. Du coup, quand on était en chambre, moi, j'avais la volonté d'allaiter. Donc, on était beaucoup en peau à peau. On la laissait chercher mon sein, etc. Mais assez rapidement, on s'est rendu compte qu'elle n'avait pas vraiment l'instinct de succion. Donc, en fait, pour la nourrir, ça a été assez rapidement avec une petite... c'est une paille, en fait, qui se met au bout d'une petite seringue. Parce que à 36, c'était pas un petit poids, de 2,6 kg, mais bon, il fallait quand même du coup... fallait pas la laisser sans lait trop longtemps. Et puis du coup, on mettait la paille pas mal à côté de mon sein, en fait, pour qu'elle reste dans cet environnement-là. Donc, très bon souvenir de cette petite suite d'accouchement, puisque les mauvais, je m'en souviens pas, puisque j'étais dans les vapes. Et pour Pio, ça a été complètement différent. Du coup, j'étais pas du tout sous anesthésie. Pas d'hémorragie, pas de déchirure, pas d'épisio, alors qu'il faisait quand même 3,7 kg et que c'était accouchement physio. Jeanne, 2,6 kg, péridurale, et j'avais eu 2 points. Donc, comme quoi, il n'y a pas de logique. Comme une lettre à la poste, quoi. Il est arrivé, je l'avais sur moi, ils me l'ont laissé en peau à peau 2 heures. Il a pris le sein quasiment tout de suite. Je crois vraiment dans les 10 minutes qui ont suivi son arrivée, il s'est mis au sein tout de suite. Et lui, pour le coup, il a tété à fond. Et puis au bout de 2 heures, on est monté en chambre. Et là, en revanche, complètement différent de Jeanne, il était en détresse respiratoire. Parce qu'il gémissait un petit peu. Et du coup, Pio, qui est né à 37, en bonne santé, qui tétait et tout, a fini en néonate au bout de 5 heures de vie. Le point positif, c'est que j'étais en pleine forme. Parce que j'avais toutes mes jambes, j'avais tout mon corps, je me sentais bien. Donc du coup, je suis allée directement avec lui aux soins intensifs et il y est resté 24 heures. Donc il a gagné 24 heures de peau à peau, H24. Donc du coup, on était vraiment... il a quasiment pas été dans sa petite couveuse. On s'est relayé avec Martin pendant 24 heures où on a fait que du peau à peau et où je l'ai allaité du coup. Ça a été relativement rapide parce qu'en fait, je suis sortie au bout des 3 jours réglementaires avec lui en bonne santé, mais petit stress d'arriver quand même. Mais voilà, 2 suites d'accouchement complètement différentes, mais très différent. Très différent. Mais trop cool. Catherine, est-ce que tu peux nous parler un peu du rôle du deuxième parent dans ces suites d'accouchement ? Alors oui, bien sûr, le deuxième parent a un rôle très très important. Moi, je dis toujours que c'est le toit de la maison, hein. C'est lui qui va protéger la dyade mère-enfant. Et notamment, lorsque la maman allaite, il va soutenir le projet d'allaitement. Il peut également donner un biberon si la maman n'allaite pas, le temps que la maman se repose. Il peut ramener des petits plats préparés à la maman, gérer les appels pour annoncer la naissance du bébé. Et puis pourquoi pas prévoir une petite fête à la sortie de la maternité, un mois après, pour réunir la famille, les copains, quand ce sera possible, bien évidemment. Anna, tu veux ajouter quelque chose ? Non, je suis quand même relativement d'accord. Quand on vient d'accoucher, on est dans sa bulle avec son bébé, donc on ne va pas effectivement gérer les appels, les textos et tout ça. Donc c'est un peu le secrétaire, quoi, hein. Il va gérer tout ça, rapporter à manger quand les plateaux repas sont pas
sont pas à la hauteur de nos espérances. Quand j'étais fatiguée, mais que je voulais pas quitter mon bébé d'une seule seconde, je lui disais, là, faut que je dorme, t'es sûr, hein, tu surveilles. Et donc, du coup, voilà, faut le missionner de prendre le relais. Et ouais, c'est important pour pouvoir récupérer un peu, de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un. Donc on a abordé les suites avec le bébé, les parents. On n'a pas parlé des visites en temps de Covid ou hors Covid. Bondy, est-ce que tu veux rebondir sur le sujet? Oui. Alors, hors Covid, les visites étaient autorisées sur des créneaux horaires précis, en général plutôt en milieu, fin d'après-midi, parce que les matins sont plutôt réservés aux soins. Les sages-femmes passent voir les mamans, il y a les bains des bébés, il y a les visites du pédiatre, voilà. Donc, c'est plutôt les après-midi. Le deuxième parent est autorisé à venir à la maternité, en général 24 heures sur 24. Donc il n'est pas concerné par les horaires de visite. Mais voilà, c'est important, nous, ce qu'on conseille en général aux mamans, c'est de ne pas forcément déjà utiliser tout le créneau horaire en visite. Très souvent, c'est du 15h-20h, ou voilà. Donc il est hors de question de recevoir des visites non-stop de 15h à 20h parce que c'est épuisant pour les mamans et ça l'est également pour les bébés. Donc ce n'est pas une bonne idée. 1 heure à 2 heures de visite, c'est largement suffisant, et voire même se garder des journées sans visite. Voilà, pour bien récupérer, pour se consacrer à 100% à son bébé, pour mettre en place l'allaitement si on allaite, ou même le biberon si on n'allaite pas. Hein. Mais voilà, se prendre du temps pour soi et pour le bébé. D'autant plus que dans les jours qui suivront la naissance, on a encore des contractions utérines. Hein, donc on appelle ça les tranchées. Ça donne une petite idée du côté agréable. Voilà, il y a des contractions qui continue parce que l'utérus, qui était devenu très gros en fin de grossesse, doit retrouver sa position initiale. Pour faire tout ce travail-là, il se contracte. C'est plus marqué si on a un deuxième, un troisième ou un quatrième enfant, mais même pour un premier bébé, dans les jours qui suivent, on peut avoir des petites douleurs utérines. Anna, plutôt visite, pas visite? De mémoire, effectivement, beaucoup de visites pour Jeanne, assez fatigant, même si quand on vient d'accoucher, on est super powerful, on a l'impression qu'on pourrait encore gravir une montagne. En fin de compte, profitons bien parce qu'après ça redescend, et je pense que c'est effectivement bien de se reposer, mais on est toujours partagé, on veut le montrer à tout le monde, les gens veulent venir, et puis ça part pas d'une mauvaise intention évidemment, donc toujours compliqué de refuser, mais pour avoir fait les deux, quel luxe de n'avoir aucune visite dans les premiers jours. Et finalement, pour l'entourage, y a des photos, et puis à J+3, c'est encore un nourrisson, donc personnellement, je trouve que c'est vraiment très chouette d'être uniquement avec son bébé, et 100% avec son bébé à la maternité. Le regret que j'ai, du coup, comme c'était le deuxième, c'est qu'attendre 3 jours, ça, du coup, c'était un peu frustrant pour elle et même pour moi. Mais sinon, à part pour Jeanne, j'ai trouvé ça hyper agréable. Plutôt team sans visite. On va parler valise maternité. Bondy, est-ce que tu peux nous parler un peu des essentiels de la valise mater du côté de la maman? Que des choses agréables à porter, que des choses qui font plaisir. Il faut préparer un petit sac à part pour la salle de naissance. Donc pour la salle de naissance, il faut prévoir un grand t-shirt en coton agréable qu'on va porter sur toute la durée du travail. Maintenant, on met un petit peu moins. Avant, on accouchait avec des blouses d'opéré, les blouses de chirurgie. Maintenant, on propose aux mamans de venir avec un vêtement à elles, c'est plus sympa. Donc un grand t-shirt, un brumisateur, si jamais on a envie de s'hydrater un petit peu, vu qu'on n'a pas trop le droit de boire en salle d'accouchement, donc se mettre un petit coup d'eau, ça peut être agréable. Toutes les choses qui vont favoriser le bien-être en salle de naissance aussi, parce qu'on connaît le rôle de l'ocytocine pendant l'accouchement, et l'ocytocine, elle est sécrétée que si on retrouve un côté intime en fait dans l'environnement dans lequel on se trouve. On touche tous les sens en fait. Ça peut être des odeurs, donc certaines mamans vont prendre des parfums ou de l'aromathérapie pour trouver quelque chose de confortable là-dedans. Ça peut être une huile de massage, et du coup on passe par le contact pour procurer du bien-être. Certains parents demandent s'ils peuvent mettre aussi un petit peu de musique.
Le deuxième parent, parfois, aime bien immortaliser ces moments-là, donc prendre l'appareil photo aussi dans le sac de la salle de naissance, c'est une bonne idée. On peut y passer beaucoup d'heures en salle de naissance, donc les chargeurs de téléphone, un petit bouquin. Ça peut être aussi un encas pour le deuxième parent. Parce qu'en pleine nuit, c'est pas toujours évident de trouver un distributeur ou voilà. Donc ça, ce serait vraiment pour la salle de naissance. Ensuite, on va préparer le plus gros sac pour le séjour en maternité. Alors côté maman, moi je conseille de prendre des vêtements confortables. Franchement, les vêtements qu'on portait en fin de grossesse, de toute façon on n'a pas retrouvé la ligne le lendemain de l'accouchement, donc ça sert à rien de reprendre les vêtements d'avant. Les vêtements d'intérieur qu'on portait en fin de grossesse, faut pas que ça serre le ventre. Si possible, les hauts s'ouvre sur l'avant parce que ça permet le pot à pot, ça permet d'allaiter si on allaite, voilà. Une paire de chaussons parce qu'on n'a pas envie de remettre ses chaussures de ville pour circuler dans sa chambre ou dans la maternité. Tout son nécessaire de toilette, c'est pas fourni, donc serviette de toilette, sa trousse de toilette, brosse à dents, dentifrice, voilà. Comme si on partait 5 jours en vacances et qu'il fallait tout prendre avec soi. On peut penser également à prendre un savon pour l'hygiène intime. Surtout s'il y a eu des points, une cicatrice, on a vraiment envie de quelque chose de très doux qui pique pas. Donc voilà, un savon très doux. Les serviettes hygiéniques sont en général fournies par la maternité, mais ça vaut le coup de bien leur demander en amont pour savoir s'il faut rapporter les siennes ou pas. Les culottes, c'est un sujet. Qu'est-ce qu'on prend comme culotte pour les suites de couches? Ça peut être des culottes en coton, couleur foncée, voilà, qu'on pourrait utiliser éventuellement pendant ses règles, ce style de culotte-là. Certaines mamans aiment bien aussi utiliser les culottes anti-fuite urinaire, parce que c'est confortable et il y a une protection intégrée et du coup, voilà, ça peut être aussi confortable dans ces moments-là, ou des culottes jetables type slip-filet, pourquoi pas. Ça peut être aussi une bonne idée. Donc ça, pensez à prendre une petite veilleuse pour la nuit parce que les nouvelles maternités toutes récentes ont prévu des éclairages très doux pour la nuit, mais les maternités qui ont quelques années, on se retrouve un peu avec les néons au plafond. C'est pas toujours agréable à 3h du matin pour nourrir son bébé. Donc une petite veilleuse que vous allumerez pour la nuit et qui vous servira de toute façon pour le retour à la maison les semaines et les mois qui suivent. Donc ça peut être utile. On lit aussi parfois de quoi s'occuper, des livres, des choses comme ça. Bon, moi je trouve qu'on est déjà bien occupé par le bébé sinon on peut aussi en profiter pour se reposer. Donc voilà, ce serait un peu toutes ces choses-là. Oui, aussi des petites choses auxquelles pensent les mamans ou qu'elles nous font remonter parfois. Une rallonge, parce que dans certaines maternités, les prises électriques sont pas très bien placées et du coup, si on veut noter les horaires de biberon, de tétée, de choses comme ça, on a envie d'avoir son téléphone à côté de soi. La prise est à l'autre bout de la pièce, donc voilà, ça peut être pratique d'avoir une rallonge. Et également pour le côté salle de bain, un tapis de bain et une paire de tongs. Pour la douche, voilà, ça peut être une bonne idée. Donc voilà à peu près ce qu'il faut prévoir pour le séjour à la maternité. Et du coup, côté bébé? Côté bébé, on va prévoir un petit nécessaire, un petit sac pour la salle de naissance avec une brassière de laine, un body qui s'ouvre sur le devant, beaucoup plus pratique pour le change, un petit bonnet de laine ou en coton, un pyjama qui peut s'ouvrir également sur le devant. On pense toujours à la praticité des vêtements du bébé, surtout quand c'est un premier bébé où on n'est pas encore très adroit et donc on va essayer de trouver des vêtements simples à utiliser, des chaussons également et puis une gigoteuse en taille naissance. Tous ces petits vêtements serviront à rhabiller le bébé avant de monter en chambre. Pour la valise de la maternité, donc on va prévoir pour le bébé des petits bodys cache-cœur, donc on peut en prévoir 5-6. Il faut bien penser quand même à avoir suffisamment de linge, parce que c'est vrai que les premiers jours, les bébés peuvent aussi régurgiter, crachouiller des glaires, voire des petites régurgitations après la prise du biberon. Ensuite, on peut prévoir 5-6 pyjamas. Alors, pour les tailles, on peut prévoir un pyjama naissance, un pyjama un petit peu plus grand, peut-être du 1 mois, voire 0,3 mois. On peut jouer avec des petits chaussons ou des chaussettes pour remonter la jambe du pyjama si le pyjama est trop grand. Pensez également à des ouvertures sur le devant
de préférence avec des pressions au niveau de l'entrejambe aussi, ça permet de faciliter le change. Ensuite, une petite brassière de laine, comme on l'a dit tout à l'heure, pour la salle de naissance, mais également pour la sortie. On prévoit généralement une couche en plus pour le bébé, une petite veste, et puis surtout les petites tenues un peu plus habillées lors du passage du photographe à la maternité pour immortaliser un petit peu ce moment. La gigoteuse, alors la gigoteuse, on l'a dit tout à l'heure, plutôt une gigoteuse en taille naissance. La gigoteuse est une couverture sécurisée. Elle est attachée avec des pressions au niveau des épaules pour éviter justement que le bébé glisse à l'intérieur, ce qui lui procure un petit cocon douillet. Et donc on prévoit 2 gigoteuses, une pour la salle de naissance et une pour les suites du séjour à la maternité. Oui, alors moi je recommande 2 gigoteuses pour une simple et bonne raison, c'est que très souvent les bébés régurgitent. Et quand les bébés régurgitent, ils sont couchés dans leur berceau. Le bord de la gigoteuse est trempé et donc si on n'a pas une deuxième gigoteuse, c'est vrai que ça met un peu plus de temps à sécher, donc il est quand même préférable d'en avoir 2. Alors ensuite, on prévoit un nid d'ange pour la sortie, qu'on pourra mettre soit dans le maxi-cosy, soit dans une poussette pour pouvoir le couvrir. Et pour la partie puériculture de cette valise séjour maternité ? On peut prévoir 2 à 3 bavoirs, 2 capes de bain, voire 3, en cas d'accident, de petite fuite, au moment du bain ou du change. Ensuite, 4 à 5 langes que l'on peut utiliser pour mettre sous la tête du bébé dans le berceau. C'est vrai que souvent les bébés ont tendance à régurgiter, donc ça permet de changer régulièrement les langes. On va les utiliser également pour le bain emmailloté, pour contenir le bébé ou juste pour garder sur l'épaule lorsque le bébé fait son rot et pour éponger un petit peu les régurgitations. Une trousse de toilette qui contiendra les produits de soins, le thermomètre, le liniment, le sérum physiologique. La maternité vous proposera probablement des produits de soins pour votre bébé, mais vous pouvez tout à fait ramener vos propres produits que vous aurez choisis. Alors sans oublier la petite brosse avec des poils de soie toutes douces pour brosser les cheveux de votre bébé et le coiffer un petit peu après la naissance. Un petit plaid en cachemire que l'on pourra utiliser pour la sortie de la maternité pour envelopper le bébé ou lors de vos déplacements. Anna, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur la longue liste de la valise maternité ? Oui, alors moi je pense que j'avais beaucoup moins de choses que tout ce que vous avez cité. Peut-être pour la valise maman, évidemment dans le cas où on n'a pas une césarienne, moi j'avais pas pris ni couche, ni serviette hygiénique, ni culotte filet, j'avais carrément pris mes culottes menstruelles en fait. C'est, je trouve, beaucoup plus confortable. Bon après il faut en avoir au moins 5-6 et puis avoir un mari sympa qui va vous faire les lessives. Après, non, pour le bébé, effectivement, les gigoteuses en double, j'en avais qu'une et effectivement, c'était un peu la panique. Martin va chercher une deuxième gigoteuse. Je crois que c'est tout. De mon côté, en tant que jeune maman, j'ai voulu vous partager également les essentiels de ma valise maternité. Tout d'abord, Oh My Cream, ce concept store qui propose une alternative clean à votre routine beauté. Nous avons préparé une sélection de produits à glisser dans votre trousse de toilette, tous vendus en format voyage, ultra pratique pour la valise mater. Shampoing, gel douche, routine nettoyage et crème visage, shampoing sec, hyper utile le premier jour, mais aussi les essentiels maquillages pour être pimpés sur les premières photos de naissance. La gamme de soins corps Everose pour les futures et jeunes mamans. Ce sont des soins simples et clean pour estomper les vergetures, atténuer la cellulite, raffermir le ventre pour une peau plus lisse et plus douce. On a voulu également vous partager un concept innovant et super sympa, Gang de mer, le kit qui met des paillettes dans ta valise maternité avec les indispensables pour des suites de couches apaisées. Big Mama, les serviettes hygiéniques saines, Shorty, la version pimpée du slip filet, Pchit, le jet magique, un gel d'aloe vera pour une cicatrisation en mode accéléré et enfin un hydrolat d'aménis, l'eau florale aux 1000 vertus. Et enfin, on vous partage une très jolie marque, Néobulle, une marque qui s'engage pour le bien-être naturel et sain des enfants et de leurs parents avec une fabrication bio et 100% française. On vous a préparé une sélection de 4 produits qui pourront vous accompagner dès la grossesse et pendant votre séjour à la maternité.
L'huile de massage périnée qui est à utiliser les 2 derniers mois de la grossesse pour préparer le périnée et tenter d'éviter une épisiotomie. Et ensuite, après l'accouchement, elle apaisera les douleurs et raffermit la peau. L'huile Protect Mamelon, qui est une huile de soin préparatrice et réparatrice pour les seins lors de l'allaitement, à utiliser dès 8 mois de grossesse en préparation, puis après l'accouchement pour soulager et réparer. L'huile de massage aromatique pour l'accouchement. Une huile nourrissante qui sent divinement bon et qui permet de rester zen le jour J, propice à l'apaisement, à la relaxation et à la concentration. Et enfin, le bandeau de peau à peau pour placer bébé au chaud contre la peau des parents, qui réconforte et relaxe bébé, favorise la thermorégulation, l'oxygénation et facilite l'attachement. Je m'adresse à toutes les 3. Est-ce que vous pourriez nous donner à toutes ces futures mamans qui nous écoutent vos tips et recommandations? Et ce que je proposais en maternité, enfin ce qu'on propose très souvent, c'est de ramener une petite lime à ongles dans sa valise en carton pour limer la pointe des ongles. Pour les montées de lait un petit peu douloureuses, alors au moment de la montée de lait, on peut également prévoir des couches bébés que l'on va humidifier. On demande au personnel soignant de les congeler, de garder 1 heure ou 2 dans le congélateur. Et une fois que les couches sont congelées, on va pouvoir les appliquer directement sur le sein lorsqu'on a une montée de lait un petit peu inflammatoire. Donc on va déplier la couche avec une partie qui vient se positionner sous l'aisselle et l'autre partie sur le sein. Voilà. Et puis le dernier tips, c'est la petite cuillère pour les mamans qui allaitent. Elles peuvent tout à fait exprimer leur lait et donner le colostrum à la petite cuillère dans le cas où le bébé ne tète pas. Un bébé qui ne prend pas suffisamment de poids, un bébé qui est très endormi, un bébé prématuré. C'est un geste que la maman peut faire elle-même, donc elle devient actrice et autonome. Et si la maman est autonome, évidemment, elle va prendre confiance en elle. Et c'est ça le plus important. Voilà, donc ce sont des petites choses auxquelles on peut penser. Merci Catherine. Bondy ? Donc moi, je voudrais parler des premiers jours du retour à la maison. C'est à peu près la même idée qu'a eu Catherine et qui marche très bien aussi pour le périnée. C'est de prévoir des serviettes hygiéniques sur lesquelles on va mettre du gel d'aloe vera et de l'hydrolat de lavande. On va replier la serviette hygiénique et on va la mettre au congèle. On peut en prévoir 5-6 par exemple. Et du coup, dans les premiers jours de retour à la maison, on va pouvoir appliquer les serviettes hygiéniques directement sur le périnée à un moment où on se repose. Et ça va vraiment permettre de drainer les tissus, d'apaiser la sensation du froid et de la lavande qui vont être très efficaces même pour la cicatrisation. Donc ça, c'est top. Et de penser également à prévoir pour ce retour à la maison, parce que le séjour à la maternité passe quand même très très vite, 3 jours c'est très rapide, de prévoir une visite à domicile de sage-femme. Ce sont des visites qui sont prises en charge par l'assurance maladie et toutes les mamans qui ont accouché peuvent avoir une sage-femme qui passera les voir 1 à 2 fois à la maison justement pour s'assurer que tout se passe bien après le retour. Anna, est-ce que tu as des conseils, petits tips à nous donner ? Alors, je pense que les filles ont déjà donné pas mal de tips très bien. Effectivement, j'en ai utilisé quelques-uns. Moi, si je peux donner un tips peut-être aux femmes qui veulent accoucher sans péridurale, de bien se préparer. Je recommande fortement la préparation que j'ai faite, qui s'appelle la préparation de Karine la sage-femme. Moi, j'ai fait la préparation à la naissance, mais je sais qu'elle a plusieurs modules. Mais moi, j'ai fait que celle-ci et franchement, elle m'a beaucoup aidée. Et j'ai également fait des cours d'hypnonatal et je pense que c'est vraiment quelque chose de très important pour visualiser un peu différemment l'accouchement et permettre de le vivre le plus agréablement possible en tout cas. Donc voilà pour ce qui est de la préparation à l'accouchement sans péri. Et puis sinon, moi si je peux vous donner aussi un conseil, c'est surtout de vous écouter et de ne pas forcément écouter tous les discours. Donc bon, il y a un moment où je pense qu'il faut aussi surtout se faire confiance, peut-être pas attacher trop d'importance aux discours et aux humeurs des uns et des autres parce que on peut aussi avoir des gens qui arrivent qui sont ultra désagréables. Heureusement, c'est quand même pas la majorité des cas. Moi, je sais que là, pour le dernier accouchement pour Pio, on a eu un personnel exceptionnel au CHU de Nantes, vraiment ultra sympa et il faut le reconnaître aussi. Mais ouais, je pense qu'il faut se faire confiance et pas s'alarmer sur les discours de tout le monde. Voilà. Super. Un grand merci à toutes les 3 pour tous ces partages, ces conseils donnés. Et puis à très bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt, Hortense.